J'aimerais remercier Voyage Essentiel. Si pour vous, voyager, c'est une récompense que vous pouvez vous permettre, pourquoi ne pas planifier ce si beau moment avec des professionnels du voyage? Voyage Essentiel vous permettra de choisir le voyage parfait selon vos goûts, votre budget et même vos caprices. C'est merveilleux un voyage lorsqu'il est bien planifié. Alors communiquez avec une conseillère en voyage dès maintenant en appelant au 450-951-9292 ou rendez-vous sur leur site web à voyage-d'union essence-ciel.com ou visitez notre site web samendirect.com. Un lien vous y conduira directement. Car voyager, c'est essentiel. MG Service Traiteur de Saint-Jérôme. Ils desservent les Basses-Laurentides pour que ce soit une boîte à lunch, un repas ou déjeuner, buffet froid, cocktail. C'est votre traiteur corporatif pour l'événementiel, les anniversaires, les funérailles. Alors, vous n'avez qu'à communiquer avec MG Service Traiteur pour de la fraîcheur, de la qualité, en abondance, un service personnalisé. Savourez la différence. mgservicetraiteur.com. Plongez dans l'univers fascinant des plantes médicinales avec le podcast L'Apothicaire. Chaque épisode vous guide à travers les secrets des plantes médicinales afin que vous puissiez intégrer ces trésors de la nature dans votre quotidien. Que vous soyez débutant ou connaisseur, L'Apothicaire vous propose un voyage sensoriel et scientifique au cœur des plantes médicinales bienfaisantes. Cette semaine, je vous invite à découvrir avec moi un homme qu'on connaît tous. Il s'agit de Maxime Bernier que j'ai eu la chance d'avoir avec moi à la même table. Imaginez, pendant 1h30, je lui ai posé plein de questions. Dans le fond, j'avais l'autorisation de lui poser toutes les questions que je voulais. Maxime ne connaissait que la première question, qui es-tu? Et la dernière, quels sont tes rêves? Entre ces deux questions, j'ai pu apprendre à bien connaître un homme politique, issu d'une famille qu'on va se reconnaître. On va se reconnaître dans son histoire. Vous allez pouvoir connaître sa mission, ses valeurs, à quel point il est attachant, à quel point il est attaché à sa famille, à des valeurs très traditionnelles. Dans le fond, Maxime parle le même langage que nous. Il parle avec un langage de bienveillance, avec une logique et surtout, il connaît bien ses dossiers. Ça fait longtemps qu'il est en politique. Mais comment est-ce qu'il s'est rendu en politique? Comment est-ce qu'il s'est rendu dans cette politique-là? Et puis, quand on s'engage comme il le fait, mais on s'engage dans quelles conditions et pourquoi? Alors, j'ai tenté de découvrir ça avec lui pour notre plus grand bénéfice. Une entrevue comme ça, bien, ça se réalise, une production comme ça, parce qu'on a des supporters, parce qu'on a des commanditaires. J'aimerais ça les remercier. XP Béton. J'aimerais ça remercier également Voyage Essentiel. Carole Laurando, qui est une accompagnatrice holistique. J'aimerais ça remercier également Véronique Paré, l'apothicaire Véronique Paré, avec Véronique Paré, si vous la suivez sur YouTube. J'aimerais ça également remercier la gang de Québec et MG Service Traiteur. Alors à tous, merci énormément de m'avoir appuyé. Et puis, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je me retrouve avec toi, Maxime, pour un podcast. Merci d'avoir répondu positivement à ma demande. Bien, ça me fait plaisir, Samuel. Et puis, sachant qu'on a un peu de temps, bien pour moi, c'est toujours plaisant de parler d'actualité ou bien parler de qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, puis qu'est-ce qui se passe avec moi ou avec le Parti populaire. Bien, d'abord et avant tout, c'est ça que je voulais, c'est qu'on connaisse mieux l'homme politique. Et puis, ma première question, c'est toujours la même, mais c'est qui es-tu? C'est qui Maxime Bernier pour une personne qui tomberait sur mon podcast, là? Ben, Maxime Bernier, c'est un gars déterminé, je crois. Je suis un gars qui fait attention à sa santé. Par exemple, je vais te dire que j'ai couru 100 km lorsque j'avais 50 ans. C'est mon cadeau de 50e anniversaire. En 12 heures, je suis parti du sud de la Beauce au nord de la Beauce et on a ramassé 160 000 $ pour la Banque alimentaire en Beauce. Et je te parle de ça parce que mon rêve, c'était de devenir ultra-marathonien. J'ai fait des marathons avant, un marathon de Montréal, plusieurs marathons, peut-être 5-6. Et un marathon, c'est 42 km. Ultra-marathon, c'est tout ce qui est plus en haut de 100 km. Et j'avais l'intention de faire ça.
C'était un genre de rêve que j'avais pour célébrer mes 50 ans, pour démontrer que je vieillis pas tant que ça. Que tu es en forme. Que je suis encore en forme. Et j'avais un entraîneur, Éric Dehaye. Puis Éric m'a dit, Maxime, si tu veux faire ça, au moins 1 an et demi d'entraînement, il faut que tu t'entraînes. Je vais faire un entraînement de course, mais aussi il faut que tu fasses attention à ce que tu manges, parce que tu travailles en même temps, tu as le stress du travail. Et il faut que tu t'améliores, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Tu as 48 ans, donc j'ai commencé à faire un peu plus attention à ce que je mangeais. Même quand je me suis entraîné, j'étais un vegan. Pas de produits laitiers, pas de viande, pas rien pendant 1 an et demi. Pas de boisson, pas de bière, pas rien, pas de boisson, pour me permettre justement de progresser dans mon entraînement. Ça n'a pas été si difficile que ça. Aujourd'hui, je vais manger de la viande 1 fois ou 2 par semaine, mais j'aime encore la base végétarienne. Et je vais prendre une bière une fois de temps en temps, un verre de vin le week-end. Mais à cette époque-là, pour mon entraînement, je faisais attention à ce que je mangeais. Ça n'a pas été si dur que ça. Mais ce qui était le plus dur, c'est de ne pas abandonner quand tu as 1 an et demi d'entraînement, parce que je courais le matin entre 30 minutes et 1 heure et demie, puis après ça, j'allais travailler. Je commençais de bonne heure le matin. Et mon coach m'avait donné un truc pour ne pas abandonner dans ton entraînement. Parce qu'il dit, ce qui arrive, il dit, les gens vont abandonner et atteindront pas leur rêve ou courir le 100 km. Je voulais courir 100 km en 12 heures. C'est ce que j'ai fait. Mais le truc était bien. Il dit, annonce à tes amis, à ton entourage, que ton but, c'est de courir 100 km. Tu vas te mettre de la pression sur toi-même. Et puis, plus que tu l'annonces, plus que tu as de la pression. Bien, moi, ce que j'ai fait une conférence de presse en Beauce 1 an et demi avant, et j'ai dit à tout le monde que j'allais lever des fonds pour la Banque alimentaire, j'allais courir 100 km, telle date, etc. Donc, j'ai mis toute la pression que je pouvais mettre sur moi pour respecter l'échéancier, parce que quand il fait moins 20 ou quand il pleut, le matin, ça ne te tente pas d'aller courir. Mais je dois dire que pour que ça devienne une habitude, que ça devienne un genre de mode de vie pour toi, là, de créer une habitude, ça prend 1 mois. Le premier mois est dur, mais après, tu crées une habitude dans ton style de vie et ça devient plus normal. Donc, c'est pour ça que je dis déterminé. Lorsque j'ai une idée dans la tête, c'est ce que je veux faire. Donc, déterminé, faire attention à sa santé. Aujourd'hui, je cours. Je veux courir peut-être un prochain marathon là, en 2025. Donc, déterminé. Puis, je suis un gars optimiste aussi. Les gens me disent « Oh, Maxime, ce que tu fais en politique, écoute, ça va être difficile. Tu as des idées qui sont à contre-courant de la majorité de l'élite bien pensante. » Mais pour moi, c'est un défi. Pour moi, ça me motive. Et c'est pour ça que je dis aux gens en politique, je dis, bon, mais les 10 prochaines années, j'aime ce que je fais et je veux continuer à le faire. On ne regarde pas seulement une victoire à court terme, parce qu'on sait que c'est une genre de révolution qu'on veut faire, de mentalité, comment faire de la politique. Ça ne se fait pas en 1 élection, ça ne se fait pas en 2 élections, peut-être pas en 3, parce qu'en 2025, ça va être notre 3e élection en tant que nouveau parti politique. Mais pour les 10 prochaines années, je vais continuer à faire. J'aime ça. J'aime rencontrer les gens. J'aime avec les gens parce que si on est en politique puis on n'aime pas les gens puis on n'aime pas la vie sociale, ça, pour moi, vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, un gars qui aime bien socialiser, qui a des idées, puis j'aime les débats d'idées. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a une plateforme qui est vraiment ancrée sur des idées fermes, une vision claire pour le Canada puis le Québec. Puis, je pense, et nos candidats pensent qu'on a la meilleure vision pour le pays, et c'est pour ça qu'on en parle. Et puis, mais un gars aussi qui peut être stressé. Et peut-être que la course est un moyen de gérer mon stress. Mais stressé aussi lorsqu'on... À quoi tu penses quand tu cours? Premièrement, c'est une bonne question. Je cours sans musique. Parce qu'il y en a qui courent avec la musique pour les motiver. Moi, c'est sans musique. Et effectivement, quand je cours, il y a deux genres de feeling que j'ai. Des fois, je vais courir, surtout quand je suis au chalet, puis je cours Saint-Martyr canadien, puis c'est un petit village. On a un chalet sur le bord d'un lac et le paysage est beau, tu es en forêt. Et là,
là, je regarde le paysage, je regarde la nature, je sens l'été, les senteurs de la nature, je trouve ça beau. Et là, je me laisse aller dans la beauté du paysage. Et d'autres fois, bien, ça va être dans mes pensées. Je vais des fois penser à un futur discours politique que je vais faire. Et lorsque j'arrive à la maison, bien, je vais prendre quelques notes. Ça, c'est bon, etc. Donc, oui, je pense. Et je calcule aussi. Je calcule en courant. Bon, j'ai une montre. OK, j'ai fait le dernier kilomètre en tant de temps. Je vais essayer de le faire le prochain plus rapide ou plus lent parce que je ne suis pas ma cadence. Donc, je regarde régulièrement ma montre aussi pour gérer mon temps, gérer mon entraînement. Il y a des entraînements que tu vas courir plus lentement, mais plus longtemps. D'autres entraînements plus rapidement, mais moins longtemps. Donc, mes pensées, en gros, c'est des pensées, certains vont dire reliées au travail, parce que je pense peut-être à un prochain discours que je veux faire ou des idées. Mais pour moi, je fais ce que j'aime, c'est pas un travail et j'aime bien ça, là. Ce côté-là de t'impliquer à fond, d'avoir des objectifs et puis de travailler avec un acharnement là, pour y arriver, tu retiens ça de ton père, de ta mère? Mes frères et sœurs disent que c'est plutôt de ma mère. De ta mère. Donc, c'est un trait particulier de ta mère. Là. Oui, oui. C'est de l'endurance? Ben, moi, j'aime les sports d'endurance, oui. Ça. Mais là, je dois dire que mon médecin m'a dit, bon, Maxime, c'est bien beau la course, tu as 61 ans, mais aussi, il faudrait que tu fasses un peu plus de poids et haltères. Parce qu'en vieillissant, bon, ben, on perd de la masse musculaire. De la masse musculaire. Le bas du corps, j'en perds pas, là, les jambes, les cuisses, etc. Mais le haut du corps, là, j'ai commencé à faire 2 fois par semaine un peu d'haltère du haut du corps. Pas pour devenir monsieur muscle, mais juste pour, justement, faire en sorte de ne pas perdre de masse musculaire en vieillissant. Puis, tes parents, ils vivent encore? Oui, mon père a 90 ans, ma mère a 86 ans. Mon père est en pleine forme, ma mère aussi. Il n'y a pas de maladie pour le moment, en tout cas, on est bien content. Mon père, la politique, les gens doivent dire que ça relève de ton père, parce que mon père est un gars de relations publiques, est un gars de radio. C'est lui qui a parti la radio à Saint-Georges-de-Beauce, à l'époque CKRB, à la fin des années 50. Lorsqu'il n'y avait pas tant de postes de radio. À l'époque, la TV est arrivée un petit peu plus tard. Donc, c'était la radio que les gens écoutaient. Il était Morning Man. C'était AM ou FM? C'était AM à l'époque. AM à l'époque, début de l'AM des années 50. L'ancienne radio parlée. Ben oui. C'est parce que l'AM était beaucoup la radio parlée qu'on retrouve aujourd'hui dans le format. Donc, ton père était... c'est un gars de radio. Il est animateur également? Oui. Lui, il vient de Montréal. C'est un Montréalais. Okay. Il est arrivé en Beauce à 18 ans. Et puis, il a fait son cours classique à Montréal. Et puis, il voulait toujours faire de la radio. D'ailleurs, il allait souvent à Radio-Canada à l'époque, lorsqu'il y avait des émissions de radio où on permettait à la foule de venir ou quoi que ce soit. Ça l'a toujours intéressé. Puis, il y avait une offre en Beauce. Et donc, il est arrivé en Beauce. Et ce qu'il me disait, c'est qu'à l'époque, il rouvrait la radio. Il y avait 3 annonceurs qui étaient là. Mon père était un d'eux. Puis le propriétaire dit « Bon, ben c'est qui va faire le matin, là? 5 heures le matin, etc. » Puis les 2 autres ne parlaient pas. Mais mon père a pris le matin. Mais c'est le matin le plus achalandé. Mais ton père gagnait sa vie comment, autrement que par la radio? C'était son gagne-pain. Son gagne-pain à temps plein. OK. Ah oui. Il était chef annonceur, chef de la production. Mais où il faisait de l'argent, beaucoup plus, c'est les annonces publicitaires. Parce qu'à l'époque, il en faisait en direct. Puis il en faisait aussi dans les commerces. Il s'en allait dans les commerces. Et donc, à l'époque, c'était la radio. Il se faisait payer de même. Il se faisait payer avec des meubles, des fois. mais à l'époque, c'est la radio. Là, si tu voulais faire de la publicité, oui. La télévision, ça n'existait pas. C'était un média de proximité, je veux dire, puis qui réagit à l'actualité chaque jour. Effectivement. Donc, toi, tu as entendu, dans la maison chez vous, tu as entendu parler d'actualité. Tu étais très jeune. Oui. Puis là, mon père, vu qu'il faisait de la radio, il est devenu connu en Beauce. Et il s'est fait demander par René Lévesque d'être candidat. Et il s'est fait demander par les libéraux d'être candidat aux élections plus tard dans sa carrière. Et
Et finalement, il s'est présenté avec Brian Mulroney. Il a été élu pendant 13 ans, tout comme moi. J'ai fait 13 ans. J'espère d'en refaire plus, d'être élu. Mais il a été élu avec Brian Mulroney en 1984, en 1988, puis en 1993 en tant qu'indépendant. Donc, c'est rare qu'un indépendant gagne une élection. Ouais. Puis après ça, et mon père, c'est un gars qui s'entend bien avec, tu sais, c'est pas un partisan, là, tu sais, il y a deux genres de politiciens. Lui qui est extrêmement partisan, puis l'autre qui l'est plus ou moins. Mon père était plus ou moins partisan, il s'entendait bien avec les libéraux, puis avec les gens autour, puis tellement que Jean Chrétien l'a nommé ambassadeur du Canada en Haïti. Il était là 5 ans. Mais la vraie raison pourquoi il l'a nommé là, parce que Jean Chrétien voulait avoir le comté de Beauce. Et si tu nommes Gilles Bernier en Haïti, il n'est pas en Beauce pour aider le candidat conservateur. Ouais. Et donc, son candidat avait plus de chances de gagner. Puis effectivement... Il éliminait la compétition. La compétition. Ça fait quand mon père est parti en Haïti, bien Jean Chrétien, le comté de Beauce, est devenu libéral. Puis il est redevenu conservateur après moi. Quand je me suis fait élire en Beauce, bien j'ai battu le libéral qui avait pris la place de mon père. Okay. Donc, la politique, c'est un peu dans la famille. Ta mère, qu'est-ce qu'elle pensait de tout ça? Est-ce qu'elle ajoutait son grain de sel dans les discussions? Oui. Puis, elle suivait beaucoup mon père. Tu sais, à l'époque, le politicien, la femme était toujours à ses côtés et elle faisait des activités avec lui. Contrairement à moi, quand j'ai été élu, j'étais récemment divorcé, j'avais 2 filles, j'ai encore 2 filles, Charlotte et Megan. Il était plus jeune à l'époque, si je me rappelle bien, 5 et 8 ans. Mais c'était moi le politicien. Dans mes cartes de Noël, on ne voyait pas la photo de mes filles. Les jeunes, moi, je dis non, vous votez pour moi, c'est moi. Les gens savaient que j'avais des jeunes filles. Et un week-end sur 2, bien, j'étais pas en Beauce, j'étais avec mes filles à l'époque. J'avais la garde un week-end sur 2. Les gens de la Beauce le comprenaient. Mais la politique, moi, mon père, je l'ai vu aller, puis je me suis intéressé en politique en 1988, beaucoup plus, sur ce qu'était le débat sur le libre-échange au Canada. Mais ça, c'est en 88, c'est sa 2e élection avec Brian Mulroney, mais quand tu étais petit, là, est-ce que tu l'accompagnais à la radio? Est-ce que tu l'as vu travailler, ton père? Non, parce pas que nécessairement. Là, 61 ans, c'est ça? Ouais, pas nécessairement. Okay. Je le voyais partir de la maison de bonheur. Lorsque moi, je me réveillais, lui n'était pas là. Ouais, parce qu'il était déjà rendu au poste de radio. Tu l'entendais? Oh oui, je l'entendais. Et d'ailleurs, à l'époque, je lui demandais de faire jouer de la musique que j'aimais. Et j'aimais Elvis, et j'aime encore Elvis Presley. Et je me rappelle, il faisait jouer Elvis et moi, je l'enregistrais avec une petite enregistreuse de la radio pour l'écouter. Mais là, ce que j'aimais pas, quand mon père revenait, j'étais choqué après lui parce qu'il parlait au début de la chanson. Fait que je voulais pas qu'il parle. La prochaine fois que tu le mets, là, j'ai ta voix au début de la chanson. Je veux pas ça. Et donc, j'enregistrais à partir de la radio les chansons que j'aimais. Puis, vous êtes combien d'enfants? 4. 4 enfants. Moi, je suis le 2e. Ma sœur Brigitte est plus âgée. Moi, après ça, j'ai Caroline et Gilles, mon frère. OK. Est-ce que les autres enfants ont été intéressés par ce milieu de la communication et la politique? Ou t'es le seul? Je suis le seul. Mais ma sœur Brigitte est assez bonne aussi, communication, faire des discours, etc. Elle travaille pour Éma Québec, l'ancienne Croix-Rouge. Et elle s'occupe avec les bénévoles pour faire des levées de sang. Puis, mais elle a souvent parlé en public, puis elle est très bonne. Puis, comment ça se passait, ton enfance? Là, tu m'expliques quand ton père partait à la radio que tu lui faisais des demandes spéciales. Oui. Mais votre enfance avec, justement, un homme qui est connu, avec quelqu'un qui prend beaucoup de place, j'imagine, dans les conversations avec les gens, est-ce que tu as appris à prendre beaucoup de place? Oui, mon père, c'est le genre de politicien, c'est le genre de gars de nature, pas seulement politicien, qui aime plaire aux gens. Tous les politiciens aiment plaire aux gens. On veut être aimé par les gens. Et mon père, c'est un gars qui écoute beaucoup. Et donc, j'ai appris ça de lui en politique. Mais contrairement à lui, en politique, j'essaie pas de plaire à tout le monde, moi. Je suis l'opposé. J'ai des idées. J'espère que vous allez les partager. Si vous ne les partagez pas, je ne
je me plierai pas en quatre pour vous faire plaisir, mais poliment, je veux dire non. Toi, c'est plus les idées que tu aimerais que les gens aiment plus que toi. Ah oui, absolument. Puis si quelqu'un ne m'aime pas à cause de mes idées, je ne suis pas vexé. Je peux comprendre ça. Mais mon père, communiquer puis être près des gens, je l'ai appris de mon père. Ma première campagne électorale en Beauce, en 2006, j'arrivais de Montréal, je me réinstallais en Beauce, et mon père dit, j'avais une visite d'entreprise. Puis mon père me dit, je vais aller avec toi à la visite d'entreprise. J'ai dit, je suis capable, là, j'ai 43 ans, là, je vais y aller, puis tout ça. Alors, je veux voir. Fait que, OK, il rentre, puis il dit pas un mot, puis il me regarde aller, puis je me rappelle, dans l'usine, je serrais la main de tout le monde, etc. Puis, en revenant dans l'auto, mon père me dit, puis comment ça a été? Ah, ça a bien été, c'est le fun, j'ai rencontré tout le monde. Il me regarde dans les yeux. Ça n'a pas bien été. Il dit, premièrement, tu n'écoutes pas les gens. Tu as deux oreilles puis tu as une bouche. Je pense parce que tu es nerveux, tu fais juste parler. Tu faisais le tour des gens, puis tu serrais la main en vitesse pour prendre la main de l'autre personne sans regarder dans les yeux. Puis c'est comme un objet, la personne devant toi. Là. Moi, c'est ce que j'ai vu. Là. Il n'y a aucune communication. Puis tu n'écoutais pas, tu parlais. Et il avait raison. Il m'a appris à serrer la main aux gens. Tu serres la main, tu regardes dans les yeux, puis tu écoutes. Pose une question, puis tu écoutes. Puis, il a raison parce que en écoutant les gens en politique, exemple, quand je suis arrivé en 2006, on avait un slogan, je ne sais pas si c'était lequel pour la campagne, mais on avait un slogan. Puis là, j'écoutais, mais en Beauce, les gens sont très fédéralistes. L'exemple, au Québec, le référendum de 1995, les Québécois francophones, à 60% ont voté oui. En Beauce, c'est 100% francophones. Les Québécois francophones, à 65%, ont voté non, ont voté pour le Canada. Okay. Donc, c'est très fédéraliste. Et là, je parle de l'élection, première élection, puis il y avait le Bloc québécois qui était là. Donc, le député sortant libéral ne s'est pas représenté, un nouveau candidat libéral, un nouveau candidat conservateur qui était moi, puis le Bloc québécois. Mais là, les gens, ils ne voulaient pas avoir le Bloc québécois. Et puis là, ils voyaient que les libéraux et les conservateurs, moi puis avec le libéral, c'était assez... On était en bonne compétition. Et ce que quelqu'un m'a dit en écoutant les gens, là, j'ai demandé, pourquoi vas-tu m'appuyer? Oui, je vais t'appuyer, Maxime. Pourquoi tu m'as appuyé? Il dit, parce que je ne veux pas le Bloc québécois. Je ne veux pas les indépendantistes. Puis, il dit, tu as bien plus de chances de l'emporter que le libéral. Puis pour moi, Bernier bloque le Bloc. Et donc, c'était et là, on a adopté ça comme slogan. Bernier bloque le Bloc. Et donc, les gens parlaient de ça. Oui, on ne veut pas le Bloc, les libéraux, et Bernier est un peu en avance, là, donc c'est sûr, nous, les libéraux, il faudrait voter Bernier là, pour être sûr qu'on n'ait pas le Bloc. Donc, tout ça pour dire qu'il faut écouter les gens en campagne. Ils vont peut-être t'aider à mieux vendre une idée. Ils vont te parler de leurs préoccupations. Tu peux ajuster ta politique par rapport à leurs préoccupations. Et ça vient plutôt de mon père, là, d'être bien à l'écoute des gens si tu veux bien les représenter. Mais justement, quand tu étais enfant et que tu as entendu ton père, tu as entendu les discussions qui étaient très... ton père allait vers les gens. Oui. Est-ce qu'il a développé une certaine fierté de te voir en politique et puis être volubile, puis pouvoir t'exprimer sur des enjeux ou avoir quelqu'un avec qui discuter, peut-être même s'affronter là, au niveau des idées? Oui. Mon père m'a toujours appuyé en politique. Puis effectivement, il était bien fier que je sois ministre, puis que j'ai quand même de l'influence. Mais je dois dire qu'il a été déçu lors de ma course au leadership du Parti conservateur, parce qu'à l'époque, comme les gens doivent se rappeler, j'étais contre la gestion de l'offre. J'étais contre le cartel de l'UPA. Je voulais que les gens paient moins cher leur poulet, leur lait et leurs œufs. Par ce cartel-là, depuis des années, on paye à peu près le double du prix avec ce que les Américains payent pour ça. Puis je voulais plus de liberté. C'est un système communiste. Et je me rappelle d'avoir parlé de ça à mon père avant de déclarer. Parce qu'à la course à la chefferie, j'étais le gars libre marché.
Et je savais que les journalistes allaient me poser une question parce qu'en commençant la course à chefferie, je n'étais pas le premier, là, j'étais à peu près le dernier. Et tranquillement, avec les idées, et c'est là que j'ai vu la force des idées. Tranquillement, avec les idées, puis avoir un programme clair, parce que les autres politiciens à la course à leadership, c'était plutôt leur personnalité, puis il n'y avait pas de programme cohérent. Nous, on était le seul où on avait un programme cohérent basé sur 4 principes: liberté, responsabilité, équité et respect. Puis toutes nos politiques étaient en ligne avec ces principes-là lors de la course au leadership. D'ailleurs, c'est devenu le programme du Parti populaire. Et là, je savais que j'allais me faire parce que j'étais vu comme le gars libre-marché au sein du cabinet de Harper. Mais M. Bernier, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de l'offre? C'est un système où les producteurs fixent le prix et augmentent le prix à chaque année avec la Commission canadienne du lait. C'est des producteurs laitiers qui sont là-dessus. Et moi, je ne peux pas supporter un système qui va contre mes idées. On empêche les producteurs laitiers d'exporter leurs produits. Ils n'ont pas le droit d'exporter. On met des barrières énormes à l'entrée d'autres produits pour empêcher l'entrée de produits étrangers ici. On ne permet pas la concurrence. Et moi, je me suis dit, mais pour être crédible, il faut que je sois contre ce système-là. Mais là, j'en avais parlé à mon père. Mon père avait été député pendant 13 ans. Il connaissait tous les producteurs laitiers en Beauce. C'était tous ses amis, là. Là, moi, j'allais contre ses amis et contre ce lobby-là. Il y avait à ma course au leadership 2 positions. Une fois que j'ai pris la position de dire, OK, non, c'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour les consommateurs, puis on va avoir cette politique-là, puis on va l'expliquer aux gens contre le cartel. Il y avait deux lignes de pensée dans mon équipe. La première ligne de pensée, c'était de dire, OK, Maxime, si tu penses ça, là, déclare ça à la fin de la course, vers la fin de la course, parce que les producteurs laitiers n'auront pas le temps de se préparer, n'auront pas le temps d'acheter des cartes de membres et de se préparer pour lutter contre ta candidature. Fais-les plutôt vers la fin. L'autre école de pensée dit non. Fais-le au début de ta course parce que là, les journalistes vont voir que tu es sérieux, le peuple va voir que tu es sérieux, les gens vont voir que tu ne fais pas de compromis avec tes idées. Et oui, les producteurs laitiers vont avoir le temps de s'organiser, mais pour toi, pour ta campagne, ça va certainement t'aider. Et on le fait au début de la course. Et oui, moi, je pense que j'ai réussi à me rendre jusqu'où je me suis rendu, à être deuxième, perdre à 49 % à cause de cette prise de position-là, où j'ai gagné de la crédibilité partout à travers le Canada et avec mes collègues. Donc, c'était la bonne décision. Mais lorsque j'en ai parlé à mon père, il ne voulait absolument pas que je prenne cette décision-là, premièrement, et que je l'annonce, parce qu'il savait, lui. Il connaissait les producteurs laitiers. Il savait qu'en faisant ça, le risque de perdre la course à chefferie était énorme. Et j'ai expliqué à mon père que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis je l'ai fait. Puis mon père avait raison d'un sens, parce que tous les producteurs laitiers ont acheté des cartes de membres, ils ont voté contre moi pour Andrew Scheer, et j'ai perdu la course au leadership. Ouais. Mais pour moi, je pense que c'était la meilleure décision à prendre. Puis moi, je pense que je me suis rendu à 49 % à cause justement de cette prise de décision-là. OK. On pourra reparler de la gestion de l'offre tantôt parce que je pense que c'est quand même un sujet qui mérite qu'on l'explique bien. Mais quand est-ce que tu as choisi de devenir avocat? Puis que tu as décidé, tu as dit, moi, j'aimerais ça faire une carrière en droit. En droit. Bien, j'ai jamais pensé d'être avocat. Premièrement aussi, j'ai jamais pensé de me présenter et d'être politicien. J'ai pas eu comme rêve quand j'étais jeune, je veux être politicien, je veux être premier ministre du Canada. Mais c'était quoi ton rêve à ce moment-là? Moi, je viens de la Beauce. C'était de partir en affaires. C'est d'être en affaires comme les gens là-bas. Ben oui, mais mes amis, là, actuellement, aujourd'hui... Mais pas producteurs laitiers. Non. Dans l'industrie manufacturière. Okay. Mes amis, là... Ils ont parti des entreprises ou travaillent dans l'entreprise privée. Okay. Moi, c'était ça. Donc, je suis allé en administration des affaires pour aller dans l'entreprise privée et travailler ou peut-être un jour créer ma propre entreprise. Mais lorsque j'ai terminé en 82, c'était la crise économique et mon cousin, qui était une année plus vieux que moi, avait terminé, lui, une année avant moi, et ça lui a pris 1 an et demi avant de se trouver un bel emploi. OK. Donc, moi, je me suis dit, 82, je finis mon bac en finance, la crise économique est là, regarde, je vais faire mon droit, ça va m'aider à avoir peut-être une meilleure position dans l'entreprise. Et donc, je suis allé à Ottawa, j'ai fait mon droit.
Parce que je me suis dit, je ne veux pas perdre mon temps, 1 an et demi, à me chercher un emploi. Donc, je suis allé faire mon droit. Donc, j'ai jamais rêvé d'être avocat. J'ai jamais rêvé d'être politicien. Je voulais, Beauceron, partir mon entreprise ou aller travailler dans une entreprise manufacturière en Beauce. C'était ma vision. Et là, je suis allé à Ottawa. J'ai eu un stage chez McCarthy Tétrault. À l'époque, ça s'appelait Clarkson Tétrault. Pendant un stage. Après ça, j'ai travaillé. Et là, j'ai fait un peu de politique chez Clarkson Tétrault. Parce que ils sont pas mal politisés aussi. Le bureau là. Politique pour avoir une job. Ouais, parce que là, après mon stage, il engageait, on était peut-être 7-8 stagiaires, puis il en engageait, je pense, 4. Et je voulais aller plutôt en droit des affaires. Ouais. Mais mon anglais n'était pas assez bon parce que là, il y avait des gens de McGill un peu partout. Puis là, je m'apercevais que la concurrence en droit des affaires, parce qu'il y avait le département de droit des affaires, j'ai dit, ils ne m'offront pas. Ils vont prendre les gens de McGill qui ont un anglais parfait avant moi. Et donc, le département de droit du travail, je me dis, j'ai plus de chances là, faire du droit du travail. Et c'est ce que j'ai fait. Puis, parce que là, je me suis dit, OK, je vais prendre des mandats qui viennent de ce département-là du bureau pour me faire connaître dans ce département-là et espérer avoir une offre. C'est ce qui est arrivé. J'ai eu une offre, mais je n'ai pas aimé ça. Je suis resté là 1 an, 1 an et demi. Je n'ai pas aimé ça. Et je suis allé après ça à la banque. Et puis là, j'ai commencé une carrière à la Banque nationale. J'étais directeur de comptes commerciaux. Après ça, j'ai été directeur de succursale. Puis j'ai progressé au sein de la Banque nationale. Puis, quand est-ce que tu décides d'acheter une carte de membre d'un parti puis de dire ben ça m'intéresse, là, d'aller de peut-être donner mon grain de sel et puis de le faire de façon officielle? Oui, une bonne question. À Ottawa, j'avais des amis avec qui je me tenais, dont Éric Bédard, qui est un grand... C'était mon meilleur ami à Ottawa, c'est encore un ami, qui est le fils de Marc-André Bédard, qui était le ministre de la Justice du gouvernement René Lévesque. Et là, je suis devenu pas mal indépendantiste en tant qu'étudiant à Ottawa. Et puis, je me suis intéressé à la politique. Et à l'époque, on savait que Bernard Landry, qui était le numéro 1 économique à l'époque, prônait le libre-échange avec les Américains. En étant en 88, c'est le discours du libre-échange. Et je deviens pas mal spécialiste dans le libre-échange. Je lis l'entente de libre-échange. Je fais venir Bernard Landry à Ottawa, à l'Université d'Ottawa. Il fait une conférence contre un syndicaliste à l'époque de la CSN. Je ne me rappelle pas c'était qui. Donc, la politique m'intéressait beaucoup. Et là, mon père était à Ottawa en même temps que moi j'étudiais. Et là, c'est l'époque de Lucien Bouchard. Lucien Bouchard qui crée le Bloc québécois. Moi, je poussais mon père à aller avec Lucien Bouchard. Mais mon père, c'est un gars loyal. Et il était loyal à Brian Mulroney. Mais je le poussais pour aller avec Lucien Bouchard. Finalement, mon père est resté. Et donc, là, à Ottawa, j'ai découvert un peu plus la politique et avec des amis qui étaient très politisés. Et donc, j'ai toujours suivi la politique de près. Puis, quand j'étais à Montréal, j'ai eu, là, on est en 2005, c'est le gouvernement libéral, c'est Paul Martin, qui est maintenant premier ministre, qui a remplacé Jean Chrétien. On s'en va vers une élection, Et puis, je rencontre Harper, parce que j'étais à l'Institut économique de Montréal. Okay. J'étais vice-président de l'Institut économique de Montréal à l'époque. Et Harper voulait des idées pour le Québec, pour sa campagne électorale de 2006. Et je le rencontre avec le président de l'Institut économique de Montréal, Michel Kelly-Gagnon. On a un souper privé dans un club, dans un club privé. Et je lui ai dit 2 choses. Si vous voulez être élu au Québec, parlez de baisser les impôts. Les Québécois sont les plus taxés en Amérique du Nord. Puis si vous dites ça, bien, vous allez être populaire au Québec un peu, puis vous allez être populaire dans l'Ouest canadien, parce que si vous baissez les impôts pour Québec, vous le baissez pour tout le monde.
Deuxièmement, la Constitution. Moi, en tant qu'indépendantiste, je voulais que le Canada respecte la Constitution canadienne. Et je dis, arrêtez de vous ingérer dans les champs de compétences du Québec, respectez la Constitution, puis vous allez avoir la paix constitutionnelle, puis les Québécois nationalistes vont aimer ce discours-là. Et c'est ce qui a pris comme discours. Puis moi, il faut dire qu'en 1995, j'avais voté oui au référendum de 1995. La raison principale, c'est que je voulais que le Canada respecte le Québec. Et j'étais tanné. C'était un wake-up call, dans le fond. Oui, je n'étais pas indépendantiste tant que pur et dur, mais je voulais envoyer un message à Ottawa. Assez, c'est assez. Il y a une constitution, vous ne la respectez pas. Puis si vous ne la respectez pas, bien, il y a des conséquences. Puis une des conséquences peut être vraiment la fin du Canada et l'indépendance du Québec. Donc, et là, quand je suis allé avec Harper m'a demandé après ça de me présenter. Puis moi, normalement, si tu veux te présenter conservateur, puis tu demeures à Montréal, tu n'as pas de chance de gagner bien. Et c'est pour ça que je suis allé en Beauce. Et je peux te dire que la première élection, en 2006, je l'ai gagnée à cause de mon père. Les gens disaient... Dès le fils de. Et d'ailleurs, mon directeur de campagne m'a dit avec Maxime, on a juste un problème avec toi en Beauce, là, à cette élection-ci, en 2006, là, c'est que tu es le fils de Gilles. Puis il faut qu'à la fin de la campagne, qu'ils disent « Maxime, c'est le fils de Gilles, il faut qu'il te connaisse par ton prénom à la fin de la campagne. Donc, que tu sois actif puis que tu te fasses finalement une image toi-même et que tu aies une reconnaissance, qu'ils te reconnaissent toi-même et non pas le fait que tu es le fils de Gilles. Puis on a travaillé, puis etc. Donc, ça a été mon lancement en politique. C'était pour des raisons économiques surtout, un gouvernement plus petit. Parce que j'arrivais de l'Institut économique de Montréal. Moi, je crois au libre marché. Je suis plutôt économique, l'école de Hayek, Mises, puis l'école autrichienne. Donc, moins de gouvernement, plus de liberté individuelle. Et puis... Mais quand on dit moins de gouvernement, justement... Oui. Ça signifie quoi, là, pour les gens qui nous écoutent? Bien, pour moi, à l'époque, qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait, j'étais ministre de l'Industrie, donc qu'est-ce que je peux faire en tant que ministre de l'Industrie pour avoir moins de gouvernement sur le dos des gens? Il y avait une réglementation très forte en télécommunications et ça faisait en sorte que Bell Canada, TELUS et Rogers compétitionnaient pas au même niveau. Bell avait des privilèges de par la réglementation. Et donc, j'ai fait une déréglementation. Ça a été une grande réforme du système de télécommunications en 2006-2007 et ça a permis plus de compétition. Okay. Les prix des cellulaires ont diminué, etc. Donc ça, moins de règlements, plus de liberté, plus de compétition, plus de concurrence et la diminution des prix est arrivée. Et ça, ce dossier-là fait en sorte que le professeur Schultz de l'Université McGill, que j'ai jamais rencontré, a écrit un chapitre dans un livre que Bernier était le meilleur ministre meilleur ministre de l'Industrie parce que j'avais fait cette réforme-là en télécommunications, qui était une réforme assez difficile. Donc, pour moi, c'est un plus petit gouvernement. En tant que l'industrie, bien ça, j'y participais avec cette réforme-là. L'autre chose où j'aurais aimé, mais que je n'ai pas réussi à faire, c'est de couper les subventions aux entreprises. Oui. J'étais ministre de l'Industrie. Mon rôle, c'était de donner des subventions à Bombardier et toutes ces compagnies-là. Là. Et moi, je voulais abolir ça. Pour justement qu'on ait un gouvernement plus petit, moins interventionniste. Pourquoi le gouvernement va subventionner une entreprise? Si l'entreprise n'est pas capable de faire du profit, c'est qu'elle n'est pas rentable. C'est que d'autres peuvent produire un meilleur prix, donc on empêche d'autres d'être... d'autres d'être efficaces, effectivement. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on privatise les gains, puis on socialise les pertes. C'est ça. Donc, c'est les payeurs de taxes qui sont perdants. Et ça a été démontré. Les subventions aux entreprises, nous, ce qu'on prône, c'est baisser les taux d'imposition à toutes les entreprises, être équitable pour tout le monde. Mais là, je suis allé voir Harper, j'étais ministre de l'Industrie, je donnais des millions de dollars aux entreprises. Et j'ai une rencontre avec lui, j'aimerais faire ça dans mon ministère. Et Harper, il a dit non, mais il y avait les bonnes raisons. Il a dit, Maxime, nos membres n'ont jamais voté pour ça dans des congrès. Deuxièmement, on n'a jamais parlé en campagne électorale. On n'a pas le mandat de faire ça. Puis, je respectais ça, donc je me suis retourné, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, j'ai eu une idée. Quand on parle du deep state, là, ce que je vous dis, c'est un exemple du deep state, l'état profond. Et premièrement, l'état profond, quand j'ai fait ma réforme en télécom, je vais revenir en télécom, là, mon sous-ministre,
qui devait être le gars dans le département, le numéro 1 du ministère de l'Industrie, m'aider à faire ma réforme. Mais non, le sous-ministre allait parler au greffier du conseil privé, qui est à dire le sous-ministre du premier ministre, contre ma réforme. Le sous-ministre faisait le contraire de ce que je lui demandais de faire. C'est ça, l'État profond. Ouais. Puis j'ai dû lutter contre ça, puis j'ai finalement gagné. Mais là, si on revient aux subventions d'entreprise, je ne peux pas abolir ça. Donc, je dis à ma directrice de communication, lorsque j'avais des subventions à donner à Bombardier, là, tu fais la une des premières pages des journaux et tu vas à la télévision. Puis là, moi, je voulais pas mettre ma figure devant quelque chose que je croyais pas. Donc, je disais à mes collègues ministres, va faire l'annonce pour moi. Eux étaient contents. Oui, parce que là, il y avait leur face dans les journaux, à la TV. Puis là, les journalistes posaient à ma directrice, pourquoi Maxime n'est pas là? Elle leur disait, privément, il ne croit pas aux subventions d'entreprise, etc. Ça fait qu'il n'ira pas se mettre puis il ira pas se mettre la face devant les médias puis vanter qu'on donne une subvention à telle entreprise. Donc ça, et là, ce qui arrive, c'est que je m'aperçois, premièrement, on ne disait pas que c'était des subventions, on disait que c'était des prêts remboursables. Mais c'est des prêts qui sont... Là, j'ai demandé à mes fonctionnaires, c'est quoi la cédule de remboursement? Ces prêts-là n'étaient jamais remboursés. Okay. Donc, c'était une subvention, finalement. Mais quand on fait l'annonce, on ne dit pas ça. On dit un prêt, mais dans le fond, il n'est jamais remboursé. Là, je disais à mes fonctionnaires, OK, on va publier la cédule de remboursement. Et là, j'ai dû me battre avec mes fonctionnaires. Ils ont dit non, on ne peut pas faire ça légalement, etc. Là, je suis allé voir un avocat du privé qui a fait un autre avis juridique disant, bien oui, Maxime, tu as le droit de publier ça parce que c'est des contrats qu'on signe avec ces entreprises-là. Finalement, j'ai gagné la bataille avec mes fonctionnaires et on a publié toutes les subventions, des milliers de dollars, avec la cédule de remboursement. 0. Et moi, le but, c'était, excusez mon anglais, name and shame. Nommer puis qu'il y ait honte. Puis là, créer un débat dans le public. Et là, j'avais appelé la Canadian Tax Federation à Toronto. Puis j'aurais dit, ça va être sur le site Internet, ça, la cédule de remboursement demain. Et là, eux, ils étaient bien contents. Ils voyaient tout le monde parler que hey, Bombardier ne rembourse pas ça, etc. Finalement, ces subventions, ça a créé un débat. Et après, j'ai été promu ministre des Affaires étrangères. Quand l'autre ministre est arrivé, les fonctionnaires sont arrivés et disent non, ils ont effacé ça sur le site web parce que les fonctionnaires travaillaient avec ces compagnies-là et donc, eux, ils avaient l'intérêt des compagnies, non pas l'intérêt des payeurs de taxes. Donc, ça a duré, ça a été publié sur le site pendant quelques mois. Puis lorsque je suis parti, bien, les fonctionnaires ont convaincu l'autre ministre d'enlever ça sur le site. C'est ça, l'État profond. C'est que les ministres partent, mais les fonctionnaires restent. Un autre exemple de l'État profond, les fonctionnaires me présentaient un projet de loi contre les pourriels. Et ça, c'est important. Les gens reçoivent des pourriels. Maxime, il faut réglementer ça. Moi, je ne veux pas des règlements, moins de règlements, plus de liberté. Je dis aux fonctionnaires, si on a des pourriels, il y a une solution libre marché. Il y a des logiciels qu'on peut acheter, des firewalls, des logiciels qui existent. Tu achètes un logiciel, puis ça marche. L'État n'a pas besoin de se mêler de ça. Et là, il me présentait ça régulièrement à chaque 6 mois, puis je disais non à chaque fois. Lorsque j'ai quitté, un autre ministre arrive, et qu'est-ce que je ne vois pas au Conseil des ministres? Il présente un projet de loi pour les pourriels, là, puis avec plein de fonctionnaires qui vont gérer ça. Moi, je parle contre ça au Conseil des ministres. Je perds, la majorité du haut, et donc on a présenté ce projet de loi-là. Donc, les ministres partent, les fonctionnaires restent. Lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent avec un ministre, bien, ils vont attendre, puis ils vont entendre qu'un autre ministre vient, puis ils vont promouvoir leur projet. C'est ça, l'État profond. Puis, oui, l'État qui veut contrôler, mais aussi les fonctionnaires qui sont récompensés parce qu'ils ont des grosses équipes et qui gèrent des gros mandats, etc. Donc, leur notoriété, leur importance grossit avec ça. Oui, tu as absolument raison, Samuel. Quand tu évalues... En Chine, ils font ça aussi pour les entreprises. Ils récompensent les gestionnaires en fonction du nombre d'employés qu'ils ont. Alors, ils s'en foutent que la production soit pas utilisés, soit stockés. Parce que ce qu'ils veulent, c'est démontrer au gouvernement qu'ils sont de bons soldats. Oui, puis ils sont importants. Mais c'est la même chose au fédéral. Plus que le fonctionnaire a des gens sous lui, plus que son salaire est élevé. C'est ça.
Donc, il n'y a pas d'incitatif à couper. Et c'est pour ça qu'on a un gouvernement tentaculaire, etc., qui grossit. Parce qu'il n'y a aucune raison mathématique qui peut expliquer le nombre de personnes qu'on embauche dans la fonction publique avec aujourd'hui l'informatique, l'intelligence artificielle, le fait qu'on est plus efficace. On a vu une augmentation de l'efficacité dans le privé, mais on n'a pas vu cette augmentation-là suivre dans le milieu gouvernemental. Donc, mais tu as absolument raison là-dessus. D'ailleurs, je connais un jeune homme qui travaille dans la fonction publique, un emploi d'entrée dans la fonction publique. Et lui, ce qu'il devait faire, c'est de regarder tout ce qui s'écrit sur son ministre. Puis donc, lire tous les journaux, etc. Puis après ça, faire une revue de presse le matin pour le ministre. Puis il n'était pas seul, il y avait une équipe de 10 personnes. Le jeune est intelligent, il prend l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait ça pour lui en 1 heure. Ouais. Il arrive avec des plus beaux rapports, plus performants que les autres. Là, son boss le félicite, etc. Puis là, il n'a pas dit à personne qu'il prenait l'intelligence artificielle parce qu'il travaillait 1 heure par jour au lieu de travailler 8 heures par jour. Et là, son patron lui demande, finalement, il dit, bien, je prends l'intelligence artificielle. Puis, ah oui. Puis il dit, je pourrais montrer aux autres comment ça fonctionne, etc. Son patron dit, non, on n'en parlera pas, continue à faire ça. Parce qu'il savait que si les autres utilisent l'intelligence artificielle, il n'y aurait pas eu besoin de 10 personnes sous lui pour faire les revues de presse de tous les ministères. C'est un exemple frappant, effectivement. On n'utilise pas la technologie parce que ça risque de couper des emplois. Puis si ça coupe des emplois, mais le patron, il a une paye moins élevée. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'étais pas devenu politicien, si tu n'étais pas politicien aujourd'hui, que tu aurais ouvert une entreprise? Moi, je pense que j'aurais été dans le secteur privé. J'aurais travaillé dans une entreprise. Quel secteur, quel genre de produits ou de services qui t'aurait intéressé? Moi, j'ai toujours aimé produire quelque chose là, de donc, concret. De la transformation. De la transformation. Tu l'as exporté. Oui, absolument. mais c'est ce que je pensais. C'est ce que, quand je suis allé en administration, c'était pour ça. Quand je suis allé en droit, c'était pour me donner plus de chances de rentrer dans une PME et de progresser dans cette PME-là. Puis, tu as 2 filles. Oui. Est-ce que tes filles sont fières de ton parcours et puis de l'homme politique, la place politique que tu occupes? Oui et non. Oui, effectivement, mes filles ont toujours été là, mais quand je dis non, lors du scandale Julie Couillard, c'est dur pour la famille. Et c'est dur pour mes filles ce qui est arrivé parce que dans les journaux, on te traite de con pendant 6 mois. Là. Pendant 6 mois, je faisais la une du téléjournal, je faisais la une du journal, puis effectivement. Et ça a été dur pour mes parents, ça a été dur pour mes filles. Ça a été dur. Mon père était plus âgé, il a la misère à prendre le stress à ce niveau-là parce que c'est très stressant. Est-ce que ça a été dur pour toi? Ben oui, c'est pour ça que j'ai fait je suis allé chez les moines pendant 1 semaine, puis pas de télévision, pas de cellulaire, pas de radio, pas rien, à Saint-Benoît-du-Lac. Et puis je suis rentré là, puis j'ai dit, bon, mais je vais... C'est un genre aussi de thérapie, parce qu'ils sont là, puis si tu as le goût de parler, mais tu peux leur parler. Mais c'est silence, tu ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur, pas de nouvelles, pas de radio. Puis quand je suis rentré là, bien, j'avais des idées d'abandonner la politique, puis aller dans le privé. Puis en parlant, etc., tout ça, en sortant, je dis non, je vais faire le combat. J'ai fait une erreur, j'ai oublié des documents là-bas, c'est pas la fin du monde. Ces documents-là étaient confidentiels avant la conférence de presse que je faisais en Europe, mais après, c'était devenu public. Et donc, j'ai été blanchi parce qu'il y a eu une enquête après des services secrets, de la GRC. J'ai fait une entrevue avec mon avocat, puis les gens de la GRC et des services secrets. Puis il y a un rapport qui confirmait mon point de vue. Puis pas mon point de vue, mais mes faits. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ces documents-là étaient chez mon ex. Et puis quand je suis parti avec ma valise, mais il manquait des documents. Donc, parce que tu avais travaillé?
Ben, parce que j'arrivais d'Europe. J'avais fait une... Oui, c'est des documents que j'emmenais là-bas pour lire, c'était ma prise de position que je prenais en Europe du gouvernement, me rafraîchir. Donc, j'ai emmené ces documents-là dans ma valise, une grosse valise d'avocat, là. Et puis, après ça, je suis parti en Europe. Je suis parti à cette conférence de presse-là de l'OTAN. Puis, les notes de briefing que j'avais, ben, c'était pour mes conférences de presse. Donc, c'est devenu public après. Et lorsque je suis revenu, j'étais chez Julie Couillard et puis j'ai laissé mes documents dans ma valise. Puis quand je suis reparti avec la valise, mais il manquait des documents dans la valise. Donc, est-ce que ça, d'oublier des documents, est-ce que tu crois que c'est arrivé oui. Chez d'autres ministres? Oui. Je le savais. Dès que Julie Couillard, ou l'avocat de Julie Couillard a appelé mon chef de cabinet, puis qu'il y avait ces documents-là, puis elle c'était pour vengeance, parce que je n'étais plus avec elle, j'imagine. Dès qu'on savait, mon chef de cabinet a appelé le premier ministre, puis a dit « Maxime veut vous rencontrer demain matin ». Et j'ai offert ma démission au premier ministre parce qu'il y avait un précédent. Il y avait un ministre de la Défense sous un gouvernement libéral en Europe qui avait oublié des documents dans un bar puis qui avait démissionné. Donc, il y avait un précédent. Mais l'anecdote là-dedans, c'est que je rencontre le premier ministre à 8-9 heures le matin, un lundi matin, parce qu'on l'a su dimanche soir. Je lui offre ma démission. Il n'apprend pas. Il veut penser à tout ça, etc. Puis là, vers 11 heures, il me demande de le rencontrer une deuxième fois. Puis là, il me demande de démissionner. Et il me présente une lettre de démission. Je regarde la lettre. Je regarde le premier ministre. Non, je ne démissionne pas. Quoi? À 8 heures, tu es venu? Tu te dis, il faut que je démissionne. Là, je te demande la démission. J'ai regardé ce que tu m'as dit. J'ai fait ma petite enquête. Puis effectivement, tu devrais démissionner. Je dis, non, je ne démissionne pas. Là, j'ai attendu un peu le premier ministre. Qu'est-ce qui se passe? Là, excuse-moi. Je prends la lettre. Je la montre au premier ministre. Je ne démissionne pas en anglais. Okay. La lettre était écrite en anglais. Je ne démissionne pas en anglais. Ça a enlevé de la tension. Et là, j'ai écrit ma propre lettre de démission en français que j'ai signée. Et donc, tout ça pour dire que on était dans les journaux tout le temps, donc c'est dur pour mes parents, c'était dur pour mes filles. Ben, ils étaient plus jeunes à l'époque, ils ne réalisaient pas, mais ce que je sais, c'est qu'elle allait chercher la presse. Ma fille allait chercher la presse le matin, et puis elle l'emmenait à sa mère, mon ex-femme. Puis un matin, elle dit à sa mère, « Maman, ça va bien pour papa. » Pourquoi? Il n'est pas là. Il n'est pas en première page. Il n'est pas en première page. Fait que tes actions en politique peuvent affecter ta famille, autant le côté positif, autant le côté négatif. Mes filles ont compris qu'est-ce qui se passait plus tard, etc. Là. Mais à l'époque, c'était difficile. J'imagine que c'était difficile pour elles. Puis je sais que c'était difficile pour mes parents. Donc, fait que pour répondre, oui, mes filles aujourd'hui sont fières de moi, de ce que je fais en politique, etc. Mon père aussi. Mais à l'époque, tu sais, mon père connaissait tout le monde en Beauce, là. Donc, dès qu'il se promenait, son fils est un imbécile, là. Se faire dire ça, c'était un peu difficile pour lui. Beaucoup difficile pour lui, ouais. Et pour la famille. Mais le drame, tout ce drame-là, toute cette montée là, de cette... à un moment donné, il y a eu même eu de la haine, là, à l'effet là, que c'était très grave selon ce que les gens rapportaient. Faut comprendre que ces documents-là n'étaient pas des documents classifiés au moment où ils ont été trouvés. C'est ça. OK. Ils n'étaient plus des documents secrets parce que j'avais fait une conférence de presse. Donc, ils étaient libres. Oui. Mais c'était marqué sur le document, c'est encore marqué sur le document classé secret. Là. OK, mais à ce moment-là, pourquoi que ça n'a pas été expliqué comme ça aux gens? Moi, pour tes collègues et puis de la part des journalistes, des médias et pour que les gens c'est un beau scandale. Ouais, c'est un beau scandale pour pourquoi eux. Tu gênais? Là? Qui tu gênais? Qui te dérangeais-tu? Je ne sais pas. Et quelle théorie derrière ça? Pourquoi? Autrement dit, ce que tu me poses, Samuel, c'est quoi les intentions de Couillard là-dedans?
Pourquoi qu'elle a fait ça? Ça faisait quelques mois que je n'étais Oui, plus avec mais même elle. si ton ex veut se venger, Oui. il y a des gens en politique qui sont capables de mais eux, ils dire ont pris ça. non, calme ça, on va Oui, expliquer. mais il ne faut pas oublier, attendez, il ne faut pas oublier, mettons ça dans son contexte. Là. On est en 2006, première élection du gouvernement Harper minoritaire. Puis moi, je fais ma réforme en télécom, comme je viens de te dire, réforme qui est un grand succès. Et au Canada anglais, on dit Bernier le dauphin de Harper. Bernier, le numéro 2, et le dauphin, c'est lui qui va être le premier ministre après Harper. Donc, et je suis un ministre vedette au Canada anglais, parce que plus au Canada anglais qu'au Québec, on n'est jamais prophète dans son pays. Mais au Canada anglais, je suis le vrai conservateur libre-marché. On m'appelle l'Albertain du Québec, parce que je pense comme les Albertains. Et donc, l'opposition a saisi ça. On détruit Bernier, on détruit un élément important du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, il faut reconnaître que cet incident-là est venu entacher le projet de carrière pour être premier ministre. Oui et non. Ça m'a donné une notoriété à travers le Canada. Négative, oui. Mais tout le monde savait c'était qui Maxime Bernier. Et donc, quand le scandale est arrivé après, puis j'ai parlé à Brian Mulroney. Et j'ai demandé à Brian, j'ai dit, j'avais tous les médias qui voulaient m'interroger. Là. J'ai fait une retraite chez les moines, mais les médias couraient après moi, il n'y avait pas ma version. Là. Puis là, j'appelle Brian, je dis, qu'est-ce que je devrais faire? CBC veut m'interviewer, Radio-Canada, je ne sais pas quel choisir. Et le meilleur conseil que Brian m'a donné, Maxime, c'est qui t'a élu? Je les Beauceron. Va en Beauce, fais un discours, rencontre ton monde, tu leur dois de leur dire les faits à ton monde. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un discours en Beauce expliquant justement ce que je viens de te dire, les tenants aboutissants de tout ça. Et là, ça a commencé à tourner. Le vent a commencé à tourner. Il a tellement tourné qu'à l'élection de 2008, j'ai eu la plus grosse majorité de tous les députés à la Chambre des communes, conservateurs et tous les autres, 69 % du vote. Et une plus grosse majorité. Les seuls députés qui ont eu plus de majorité, c'est en Alberta. Ils gagnent par 75-80 % du vote, les députés conservateurs. Mais hors Alberta, j'ai eu la plus grande majorité. Et là, je rappelle Brian, après l'élection, je vais être nommé ministre. Pour répondre à ta question, ça leur tardait. Je vais être nommé ministre. Brian me dit non. Il dit pourquoi? Parce que ça ne fait pas assez de temps. Ouais. Ton scandale a lieu au printemps, l'élection a lieu à l'automne de la même année. Harper ne te nommera pas. Peut-être une prochaine fois. Mais il dit, Maxime, profites-en, t'es connu, va à travers le Canada, fais des discours. Et donc, je me suis promené à travers le Canada, puis j'avais des associations conservatrices qui m'invitaient pour leur lever de fonds. Okay. On va avoir Bernier, il va attirer du monde, puis pour lever des fonds. Et donc, j'allais là, et je leur parlais de valeurs conservatrices, d'idées de liberté, de responsabilité. Puis ils disaient, hey, il n'est pas si con que ça, ce gars-là. Ah oui, puis il parle comme nous autres. Et donc, je me suis promené à travers le Canada, puis là, j'ai ouvert un blog. J'étais le seul député qui avait un blog. Et vu que je n'étais pas ministre, j'étais critique envers mon gouvernement. Mon gouvernement, Harper, dépensait de l'argent, et on avait un gros gouvernement. Harper était un bon gestionnaire d'un gros gouvernement. Et donc, je critiquais le ministre des Finances sur les déficits qu'il faisait. J'avais le droit, j'étais un député, j'étais pas ministre. Quand tu es ministre, c'est la solidarité ministérielle. Mais là, j'étais critique et c'est tellement vrai que lorsque j'ai été renommé ministre, on est à Rideau Hall, quelques années plus tard, je suis renommé ministre des petites entreprises et du tourisme. Et là, quand il y a une élection, tu es nommé ministre, c'est confidentiel jusqu'à ce que le premier ministre l'annonce à Rideau Hall. Et donc, tu ne sais pas qui va être l'autre ministre de quoi, etc. Mais quand tu arrives à Rideau Hall, tu t'en vas dans une pièce, là, tu vois tous tes collègues, puis là, tu es ministre de quoi? Ah, je vais être là, tu sais qui va être quoi. Et je me rappelle, Jim Flaherty me rencontre, puis il me dit, Maxime, je suis tellement content de te voir ici. J'ai dit, ah oui, pourquoi? Maintenant, tu ne pourras plus critiquer mes budgets. Oui, parce que là, tu es solidaire. Oui, solidaire, tu ne pourras plus critiquer. Et donc, ce scandale-là a fait en sorte que j'ai été connu à travers le Canada. J'ai ramené ça parce que je me suis promené, j'ai montré que j'étais un gars qui avait quand même des idées. Puis oui, j'avouais que j'avais fait une erreur, mais j'avais quand même des idées. Et j'ai réussi à être réhabilité ministre.
Et lorsqu'Harper est parti, bien, j'étais bien positionné pour être candidat à la course au leadership. Dans tout ça, tu n'as pas eu l'idée à un moment donné de quitter la politique fédérale et de t'orienter par la politique municipale, provinciale, ou provinciale, d'aller vers un autre... Non. Non? Non, parce que moi, en politique, ce qui a réglé, c'est, la place du Québec au sein du Canada, qui n'est pas encore réglée. Brian Mulroney a tout fait avec l'accord du Lac-Meach pour le régler, ça n'a pas passé, etc. Moi, et je veux me battre à Ottawa parce que je pense en tant que Québécois, puis on a cette position-là. Le Parti populaire, maintenant, avec une décentralisation radicale qui respecte la Constitution. Le mouvement indépendantiste au Québec, puis en Alberta, en Alberta, présentement, aujourd'hui, il y a à peu près 20 % de la population qui veulent que l'Alberta soit indépendante. Au Québec, on le voit aujourd'hui, le PQ est en avance d'un sondage, puis il parle qu'il va faire un référendum s'il est élu. Donc, il faut régler ça. Et la seule façon de régler ça, de tuer les mouvements indépendantistes au Canada, c'est de respecter la Constitution et d'avoir un gouvernement très petit, parce que la Constitution est bien faite, elle donne de l'autonomie à toutes les provinces. Et de donner plus d'autonomie aux provinces. Comme les pères de la Confédération le voulaient. Donc, si le Québec veut du privé en santé, puis les autres provinces veulent des gouvernements socialistes et puis garder un système public en santé, bien, les deux peuvent le faire. Là. Donc, chaque province aurait les deux mains sur le volant, mais il profiterait de toute l'union avec le reste l'union économique, etc., tout ça. Mais c'était ça que les pères de la Confédération voulaient. D'ailleurs, on l'appelle la Confédération. Et donc, confédération, c'est des États qui sont souveraines dans des États, les provinces qui sont souveraines dans leur juridiction. Pourquoi qu'il y a un clash avec les médias et que tu n'es pas en mesure d'expliquer ça aux gens sur des heures de grande écoute avec des émissions qui sont... parce que les médias... Pourquoi qu'on ne veut pas entendre ce que tu viens d'expliquer? On ne veut pas l'entendre parce qu'ils savent que plus que nos idées ont de la visibilité, plus que le Parti populaire va croître rapidement. Au début, les médias, lorsqu'on a créé le Parti populaire, exemple sur l'immigration, on disait on veut des niveaux d'immigration plus bas. En 2019, on disait un maximum de 150 000 immigrants par année, où on acceptait à peu près 300 000. Là, aujourd'hui, c'est un moratoire qu'on veut faire. Mais les médias m'ont discrédité en 2019, à la première élection, parce que nos idées ne sont pas en ligne avec l'idée de l'élite gauchiste médiatique. Et donc, la meilleure affaire à faire pour eux, c'est de m'ignorer, de m'annuler, de ne pas m'inviter. D'ailleurs, ils l'ont fait aux États-Unis avec Robert F. Kennedy Jr. Ils ont dit que c'était un anti-vax, etc. Puis il n'y a jamais eu... S'il y en a eu une ou deux entrevues avec les grands médias nationaux américains, c'est beau. Il a fait sa campagne avec des gens comme toi, podcasts, etc., tout ça, puis il a quand même réussi à que son message soit écouté. Donc, aujourd'hui, nos idées sont beaucoup plus populaires qu'elles l'étaient lorsqu'on a commencé. Puis c'est ça, je dis à mes candidats, parlez-en, parce que c'est toujours la même plateforme. Nous, on ne change pas de plateforme d'élection à l'autre. Avec l'élection de Trump, là, ce qui est amusant, c'est de voir les médias qui sont obligés de parler des politiques de Trump, puis qu'est-ce qu'il va faire. Donc, la paix en Ukraine, ça fait depuis le début de la guerre, on est le seul parti qui prônait la paix là-bas, mais jamais les médias nous ont couverts. Mais tu as eu une occasion d'en parler à Stéphane Bureau à son émission Le Monde à l'envers. Oui. Tu as eu 8 ou 10 minutes pour pouvoir t'exprimer. Oui. Et puis, pourtant, tu valorisais, tes mots, c'était « Nous n'avons pas d'affaires là. Ben oui. Ce conflit ne nous concerne pas. » C'est ça. Et puis, je milite pour la paix. C'est ça, donc, effectivement. Et puis, pourtant, ces messages-là sont loin d'être d'une droite radicale. Ben non. Et puis, mais tu es quand même taxé d'être de droite radicale. Oui, effectivement, c'est ce que la seule visibilité que j'ai dans les médias nationaux québécois, 2 entrevues radiophoniques à Cube Radio, et puis avec 2 entrevues avec
tu viens de le nommer, Stéphane Bureau, pardon. Une avec son émission Le Monde à l'envers, puis la dernière aussi avec l'autre émission que je ne sais pas trop comment tu appelles ça. Avec son émission podcast. Ouais, podcast. Okay. Mais les médias traditionnels nous ignorent. Pourquoi, quand tu me poses la question, pourquoi qu'ils t'ignorent? Bien, ils veulent pas faire le débat qu'on est en train de faire. Donc, pourquoi ils ont censuré tout le monde lors de la COVID, des médecins connus avec un CV grand comme le bras, on les a censurés, on a censuré Robert F. Kennedy. On ne voulait pas entendre l'autre point de vue durant la COVID. Mais c'est la même chose en politique ici au Canada. Le point de vue du Parti populaire, on ne veut pas l'entendre. D'ailleurs, sur la gestion de l'offre, par exemple, il y a des articles qui ont été écrits dans le National Post par un journaliste qui m'a suivi lors de ma course au leadership, qui m'a demandé quelle était ma position. À plusieurs reprises, lorsque j'étais candidat, j'ai dit « Attends. » Lorsque j'ai dévoilé ma position, il a écrit des articles, on peut trouver ça sur Internet, vantant Bernier, qui allait défaire ce cartel-là, plus de liberté, c'est un gars de principe, etc. Et il a écrit sur ma position sur la gestion de l'offre. Lorsqu'on a fondé le Parti populaire, on avait la même proposition en ce qui concerne le démantèlement du cartel. Il a écrit là-dessus. Et là, depuis 1 an ou 2, avec Trump, ça revient, là, parce qu'on va avoir des négociations. Là. Puis moi, je dis, s'il y a des producteurs laitiers qui nous écoutent aujourd'hui, vendez vos quotas au plus vite parce que vous n'aurez pas le prix du marché. Parce que peu importe le gouvernement, là, que ce soit Poilievre ou un autre, ça va tomber, ça va être sur la table, ça va être au bénéfice des consommateurs québécois et canadiens. Mais là, il écrit sur la gestion de l'offre. Et il n'y a aucun politicien qui a pris la position d'abandonner. C'est de la minorité intellectuelle. Ce journaliste-là le sait. Il a écrit plusieurs fois sur ma position quand j'étais conservateur. Au début, quand on a formé le Parti populaire, sur la position du parti qui était la même. Et là, il écrit depuis quelques semaines sur la gestion de l'offre avec l'impact de l'élection de Trump. Il n'y a aucun politicien qui prône l'abolissement du cartel. C'est faux, c'est de la minorité. Donc, je ne sais pas, ils ne veulent pas nous donner le crédit. Mais moi, je pense que la population va nous donner le crédit. Et ça, en politique, ce qui est important, c'est la crédibilité. Ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. Et là, les gens voient bien là, que ça fait 10-15 ans que je dis la même chose, que je ne changerai pas, moi, pour plaire à Joe Blow ou à un producteur laitier. Et donc, on gagne de la crédibilité. Moi, les candidats pour le parti, on va croître, mais ça va peut-être nous prendre plus de temps parce que les médias nous évitent. Mais là-dessus, je vais terminer là-dessus. La bonne nouvelle, quand même, c'est que je vais participer au débat des chefs. Oui. En 2025 à l'élection. Et là, les journaux nationaux vont devoir parler au moins de nos positions une journée avant le débat, durant le débat, puis une journée après. Mais justement, ce Parti populaire du Canada, est-ce que tu es plus gros que ton parti? Est-ce que tu es plus important maintenant que ton parti? Le fait, c'est que mes candidats sont pas si connus que ça. Donc, pour répondre à ta question, je pense que je suis le candidat le plus connu, oui. Mais le monde dit que c'est un one-man show. C'est le show de Bernier, c'est un one-man show. Non, on a des candidats, on va avoir des candidats partout à travers le Canada. On a des candidats, des professeurs d'université, des avocats, mais ces candidats-là ne sont pas connus sur la scène nationale, mais on a quelques-uns qui sont connus dans leur comté. Et Salim Mansour, qui est un de nos candidats en 2019, un professeur d'université très connu, etc., en Ontario, on a des bons candidats, mais ils n'ont pas la visibilité nationale. Et donc, c'est pour ça que certains disent, ben là, il y a juste Bernier qui a la visibilité nationale, qui avait la visibilité nationale, puis qui est connu. Dans les faits, oui, c'est ça. Mais on a une équipe, on a des candidats partout, et on va avoir des candidats partout. Puis, je travaille avec mes candidats. C'est toi qui as eu l'idée de fonder le Parti populaire du Canada? Je suis le cofondateur du parti avec Martin Masse, qui a été mon conseiller politique ou rédacteur de discours depuis que je suis rentré en politique. J'ai connu Martin à l'Institut économique de Montréal. Martin était directeur des publications. Moi, j'étais vice-président de l'Institut. Je l'ai connu là. Et puis, on partage les mêmes idées sur la vision du Canada. Quand j'ai été nommé en politique, élu en politique et nommé ministre de l'Industrie, Martin est venu travailler avec moi. C'est avec Martin qu'on a fait la grande déréglementation en télécommunications. Et Martin, on a toujours resté en contact après. Puis,
Et lorsqu'on a ensemble, moi, j'ai démissionné, puis j'avais l'intention, pour former le parti, on avait les idées de base. On a pris les idées de la course au leadership avec nos 4 principes, puis on a formé le parti avec ça. Donc, Martin est le cofondateur avec moi du parti, puis il est toujours là maintenant. Qu'est-ce que tu penses du président américain Donald Trump? Bien, moi, je pense que ça a des bons impacts pour le Canada. Par exemple, on parle d'idées tantôt, là, juste le fait, là, exemple, la théorie du genre, qu'il y a seulement 2 sexes. Donald Trump en parle. Vu qu'il en parle puis qu'il va faire des choses, les médias aujourd'hui vont parler de ça, les médias canadiens. Ils ne citeront pas. Ils ne diront pas que Bernier, ça fait longtemps qu'il se bat contre ça, mais ça permet à nos idées de croître. La guerre en Ukraine. On a notre position. Je suis le seul parti qui est pour la paix. Les conservateurs, les autres ne sont pas pour la paix. Et je pense qu'il va le faire. Donc, c'est une bonne position. Ça va aider le Canada parce que maintenant, on n'enverra plus d'argent en Ukraine lorsque la paix va être établie. La censure. On peut bien faire ce qu'on veut, passer les lois qu'on veut au Canada, là, mais Google, YouTube et puis tous ces réseaux sociaux-là, là, c'est les Américains qui les réglementent. Donc, lorsque Trump va interdire la censure, ça va nous aider ici aussi, au Canada. Moi, j'ai été mis à l'ombre par Twitter encore aujourd'hui des fois, là. Mais puis sur Facebook, c'est la même chose. Donc ça va influencer, ça va nous permettre de pouvoir partager mais il est très protectionniste, par contre, de son marché. Oui, mais il est un négociateur aussi. Le fait qu'il dit 25 % de tarifs... Mais même si on met ça de côté, le 25 %, c'est un homme qui aime beaucoup protéger la production dans son pays. Est-ce que toi, tu irais dans ce sens? Ben, moi, je pense qu'il comprend que 80 % des exportations du Canada vont aux États-Unis. Le lien économique entre le Canada et les États-Unis est important, pas seulement pour nous, mais pour eux aussi. Et donc... Mais c'est pas juste le montant qu'on exporte, mais le type de produits ou de ressources qu'on leur offre. Oui. Il y a des ressources importantes. On est complémentaires, ils ne peuvent pas s'en passer dans certains cas. Effectivement, les métaux précieux, les métaux rares, les matières premières. C'est comme ça que tu l'aurais abordé si tu avais été nommé pour parler avec son vis-à-vis, avec ton vis-à-vis pour parler justement des échanges commerciaux avec les États-Unis? Ouais, effectivement, moi je dirais qu'on a des produits d'exportation qui sont importants pour la sécurité nationale des États-Unis, premièrement. Deuxièmement, le plus important, Trump, il veut que la gestion de l'offre cesse. Il l'a mis sur la table à la dernière et Trudeau a tout fait pour ne pas céder. Mais là, il faut dire à Trump, oui, c'est fini ça. Il ne faut pas oublier que le Wisconsin, les producteurs laitiers, ils sont concentrés au Wisconsin, aux États-Unis. Le Wisconsin est un État important dans les 7 États, comment on appelle ça, les États... moi, c'est quoi le mot? Oui, qui change. Pivot, là. L'État pivot. Pas pivot, mais pour swing state en anglais. Oui, c'est ça, là, mais pour l'élection, en tout cas. Pour l'élection présidentielle, il y a 7 États qui sont vraiment importants, dont le Wisconsin. Et c'est sûr que le président va revenir avec ça sur la table. Et là, Poilievre ne pourra pas dire non, parce qu'on a une belle carte. On peut dire effectivement à Trump, oui, on abolit la gestion de l'offre, parce que c'est le privilège de quelques producteurs laitiers, là, au détriment de toute l'économie. Parce qu'on abolit la gestion de l'offre, mais on laisse les ouvertures dans les autres secteurs d'activité. On sait que c'est une carte importante pour Trump. Puis pour nous, c'est gagnant avec les consommateurs. C'est gagnant-gagnant. Puis les producteurs vont pouvoir exporter. Ils disent qu'ils produisent du bon lait, j'en ai aucun doute, du bon fromage, etc. Mais exporter, on va leur permettre d'exporter aussi ailleurs. Puis il va y avoir une transition de quelques années qui va se faire. Et donc, céder la gestion de l'offre pour permettre l'ouverture de tous les autres marchés, c'est un bon deal, excusez-moi, là, mais c'est une bonne entente. Puis les producteurs laitiers vont être déçus parce qu'ils vont perdre leur privilège, mais les producteurs de bœuf n'ont pas ce privilège-là. Les producteurs de grains n'ont pas ces producteurs-là. Ils doivent vendre leurs produits, ils n'ont pas de... Il faut qu'ils sont capables d'exporter leurs produits. Les producteurs laitiers ont ce privilège-là qui est le temps d'abolir, là. Mais lorsque Donald Trump veut imposer une taxe de 100 % sur des véhicules électriques,
et que nous, ici au Canada, on suit puis on fait la même chose. Le consommateur, il n'est pas valorisé là-dedans. Non, il n'est pas gagnant du tout. Et ça, écoutez, regardez ce qui se passe, les véhicules électriques au Québec. Comment d'argent que le Québec a investi là-dedans, ça va nulle part. Maintenant, les flottes de compagnies ne veulent plus de véhicules électriques. Les gens... L'économie va mal, la perte du pouvoir d'achat de tout le monde, l'inflation est élevée, ce n'est pas 2 % l'inflation officielle là, que nous dit le gouvernement, c'est plus que ça. Si on veut vraiment aider les gens à devenir plus verts et des véhicules électriques, arrêtons les subventions de l'État. Lorsque les gens vont s'enrichir, ils vont avoir plus d'argent pour peut-être avoir des panneaux solaires sur leur toit, pour peut-être acheter un auto électrique, mais là, on finance les riches en donnant des subventions pour les voitures électriques. Et surtout d'arrêter d'appeler une voiture électrique verte, parce que c'est faux. C'est faux. Au point de vue de l'environnement. On est mal éduqué lorsqu'on se fie aux médias pour apprendre des choses. Quand est-ce que tu as compris que les médias étaient nocifs pour le cerveau des gens? Bien longtemps. Je l'ai bien vu là, en mon entrée en politique en 2006. Donc, pour répondre à ta question, c'est plutôt lors de mon entrée en politique, comment les médias ont un agenda. Ils ont un agenda. Mm-hmm. Et les gens, il faut qu'ils le réalisent. Mais là, l'importance des médias diminue. Là. Par exemple, mon père, tantôt, je disais, là, il était un média, un radioman dans les années 50, 60. C'est ce que les gens écoutaient. Donc, il a fait une carrière dans les médias. Dans le média qui était la radio, 90 ans aujourd'hui. Et la semaine dernière, j'étais avec lui et il écoutait TVA. Puis après ça, il cliquait puis s'en allait voir Radio-Canada. Je dis, j'écoute pas ça. Puis... Et j'ai aimé sa réaction. Et là, il écoutait, puis là, on dénigrait Robert F. Kennedy, là, qui a été nommé, c'est la pire des nominations. Mon père regarde ça avec un sourire. Pourquoi tu regardes ça? Il dit, pour moi, c'est divertissant. Et à son niveau, il ne croit plus les médias. Donc, c'est une bonne nouvelle. Okay. C'est bon pour moi. Il regarde ça, il rit, il passe ses commentaires, il s'ostine avec eux. Donc, je dis, OK, tu peux continuer à les écouter. Pour lui, c'est divertissant. Il ne les prend plus au sérieux. Pour un gars de 90 ans qui était dans les médias, c'est tout un 180 degrés. Et les jeunes d'aujourd'hui n'écoutent plus les médias. Donc, la cote d'écoute de tous ces médias-là tombe. Et... si Poilievre fait ce qu'il dit, parce qu'il a copié notre plateforme, nous de couper Radio-Canada, couper CBC, il a juste pris une partie parce que Radio-Canada... Il ne coupe pas Radio-Canada. Non, il ne coupe pas Radio-Canada parce que c'est populaire au Québec, puis bon, il n'a pas le courage de ses convictions, mais s'il coupe CBC, puis les subventions qu'on donne à tous les journaux, ça va aider. Donc, comme on disait tantôt, s'ils ne sont pas capables de lever des fonds par eux-mêmes, ils feront faillite. Oui, mais s'ils coupent les subventions, mais qu'ils demandent aux sociétés d'État d'acheter beaucoup de publicité dans ces médias-là, c'est une subvention qui est détournée. C'est du détournement de fonds. Si le gouvernement du Québec aussi, pour sa part, demande à la SAQ, à la Société des loteries et demande aux casinos, etc., d'acheter beaucoup de publicité dans les médias qu'eux choisissent, je suis désolé, mais c'est des subventions, c'est du détournement d'aide pareil. On l'a vu avec la filière électrique. On l'a vu, Samuel, avec la Radio de Québec durant la COVID. Oui. Et le gouvernement du Québec a dit, on va couper notre publicité si vous continuez à parler contre les vaccins ou avoir un nouveau point de vue sur les vaccins. Donc, on voit l'influence, c'est absolument raison. Et ça, la publicité gouvernementale, moi, je couperais tout ça. Là. C'est de la propagande. C'est le premier acheteur de publicité au Canada, c'est le gouvernement du Canada. Absolument, tu coupes tout ça. Tu coupes ça. Nous, on coupe l'aide internationale, on coupe les subventions d'entreprise, on coupe toutes les subventions aux médias. Le gouvernement n'a pas à faire de la publicité sur... Tu sais, le gouvernement le prend pour des imbéciles, des enfants, puis il faut qu'ils nous disent quoi faire et quoi ne pas faire. Les gens, je pense, qu'ils en ont soupé de ça. Mais la publicité gouvernementale est utilisée comme propagande pour le gouvernement qui est en place. Mais comme moyen de financement. Le message... Et puis financer les médias. Pour financer les médias, plus que pour la propagande. Oui, pour dire aux médias, regardez, là, si vous... Nous sommes un client important. Oui, c'est ça. Puis, tu es dans le privé, tu sais quoi, d'avoir un client important, tu essaies de bien le servir. Bon, mais c'est la même chose pour les médias. Lorsqu'ils ont tout cet argent-là de publicité, ils essaient de bien servir le gouvernement. Tu as réalisé un podcast dernièrement, je t'entendais parler des jeunes en disant, tu as décrit
ton voisin qui travaillait dans une boutique comme chef de famille avec un salaire. La madame était à la maison et ils avaient 4 enfants. Ouais. Et puis... ça, c'est dans ma jeunesse. Oui, dans ta jeunesse. Dans ma jeunesse. Je pense pas qu'il s'agisse d'une famille qui était considérée pauvre. Ah non, absolument pas. Bon. Aujourd'hui, là, un jeune de 25 ou 30 ans qui t'écoute, là, il sait que c'est pas ça, là. Il sait que c'est pas... il sait que c'est pas ça qui peut arriver. C'est quoi ton message à ces jeunes-là? Il y a juste qui arrête de blâmer le propriétaire de son édifice parce que le logement est élevé, qui arrête de blâmer l'épicerie parce que ça coûte cher à l'épicerie. L'inflation est toujours un phénomène monétaire et l'inflation, c'est toujours parce qu'on a imprimé de l'argent à partir de rien, ça crée de l'inflation. Et si les gouvernements, les banques centrales impriment de l'argent, c'est parce que les politiciens font des déficits. Donc, le responsable de l'inflation, là, les jeunes qui nous écoutent, ils doivent blâmer les gouvernements en place, avec des gros gouvernements qui dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas. Et donc, la Banque du Canada imprime de l'argent, et plus que tu as de l'argent en circulation, bien, plus que tu as de l'inflation. L'inflation, c'est un phénomène monétaire, parce que si tu as la même quantité de monnaie dans l'économie, puis le prix du gaz augmente, bien, le prix d'un autre bien va diminuer, parce que tu as la même quantité de monnaie. Donc, tu n'auras pas d'inflation généralisée. Et là, moi, ce que je dis aux jeunes, l'inflation est due aux politiciens. Donc, regardez les politiciens qui vous donnent un cadeau en vous donnant une subvention, comme par exemple abolir la TPS pendant 2 mois, là, bien, c'est un cadeau de grec. Ce n'est pas un cadeau parce que vous le payez par l'inflation qui est là. Donc, pour arrêter tout ça, pour faire en sorte que notre niveau de vie va augmenter et non pas diminuer, bien, il faut avoir des gouvernements plus petits, il faut arrêter les déficits. Donc, il y a 3 solutions. Payer le déficit. Et donc, on peut faire ça en 1 an. Le déficit au fédéral est 40 milliards de dollars. On peut éliminer ça en 1 an si on est sérieux. Deuxièmement, faire en sorte aussi de dire à la Banque du Canada d'avoir une cible d'inflation de 0 %. La Banque du Canada a une cible d'inflation de 2 %. Donc, elle veut 2 % d'inflation par année. On sait que c'est plus que ça actuellement. Donc, ça, c'est la faute des politiciens. Donc, les politiciens peuvent gérer ça. Et c'est ce qu'ils ne font pas. Donc, moi, je dis aux jeunes, là, regardez qu'est-ce qu'il y en est. Et votre pouvoir d'achat diminue, puis c'est dur pour vous. J'ai 2 filles, là, ils sont dans cette situation-là. Mes 2 filles, un appartement à Montréal, c'est 1400 $ là, pour un studio là, au centre-ville de Montréal. Ça n'a aucun bon sens. Donc, tu me disais 3 idées, 3 trucs. Le premier, on coupe le déficit, on règle ça. On règle ça. Deuxièmement, on demande premièrement, on s'assure que le gouvernement... Une cible de 0 %. Une cible de 0 % pour l'inflation. Puis on s'assure que le gouvernement ne fait pas de déficit. Que si le gouvernement veut vous donner quelque chose, bien qu'il vous taxe pour vous le donner. Mais le gouvernement, ils savent que les taxes, ce n'est pas populaire. Donc, ils ne veulent pas vous taxer pour les programmes qu'ils veulent créer. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? C'est la taxe déguisée. C'est la taxe d'inflation. Les gens ne le voient pas, puis les gens blâment d'autres gens que les coupables, les politiciens. Ils blâment les épiceries qui ont des prix trop élevés. Ils blâment la boutique du coin. Ils blâment la station-service. Mais ils devraient blâmer les vrais coupables qui sont les politiciens. Les gens ne comprennent pas qu'un déficit, c'est un impôt reporté. Oui, c'est un impôt qu'on demande à d'autres de payer tout simplement dans le futur. Dans le futur, mais même actuellement avec l'inflation. L'inflation est un impôt. Oui. Donc, parce qu'effectivement, quand tu fais des déficits, tu n'auras pas l'inflation tout de suite demain matin. Ça peut prendre 1 an ou 2 avant que l'inflation vienne. Donc, oui, effectivement, des dépenses que tu finances avec de l'argent créé à partir de rien, ça crée de l'inflation. Et l'inflation, c'est simple. C'est qu'au lieu de dire, vous avez 100 piastres dans vos poches, je vous taxe, je prends 10 piastres, il t'en reste 90. Ça, c'est clair, on le voit. Mais l'inflation, c'est pas ça. Tu gardes ton 100 $, mais tu peux pas acheter autant de biens. On exige 105 $ pour le même bien. C'est ça. Tu peux pas acheter autant de biens et de services avec le même 100 $. Donc, tu t'appauvris. Ça, c'est l'inflation. Tu as parlé également du flat tax. Oui. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer pour les gens qui nous écoutent, là? Parce que t'es le seul qui parle de... Ah oui, parce que la gauche, parce que la gauche dit qu'il faut taxer les riches. Et donc, la façon de taxer les riches, les méchants riches, c'est d'avoir un impôt progressif sur le revenu. Donc, avoir plusieurs taux d'imposition pour que les riches payent plus. Mais la logique ne tient pas.
si tu as un taux unique d'imposition, par exemple, de 10 % pour tout le monde sur le revenu, un exemple, 10 % sur le revenu de tout le monde, la personne qui gagne 1 million de dollars, 10 %, elle va payer 100 000 en taxes. La personne qui gagne 100 000 à 10 %, elle va payer 10 000. Donc, le riche paye toujours plus que le pauvre, même avec un impôt à taux unique. C'est l'impôt qui est le plus équitable et c'est le meilleur impôt. Mais pour faire ça, il faut couper toutes les subventions et tout ça. On devrait être capable de faire notre rapport d'impôt sur une carte postale. Revenu, 10 % impôts à payer. Et donc, on abolirait tous les crédits d'impôt, etc., qui sont des façons d'acheter des votes. On va voir un groupe particulier, puis on leur dit, regarde, je vais faire un crédit d'impôt pour vous, là, donc vous allez payer moins d'impôts. Quand vous allez faire votre rapport d'impôt, vous allez pouvoir déduire. Juste toi, exemple, je sais pas moi, t'es âgé. Tu as tel âge, alors tu as le droit à un privilège. C'est ça. Toi, tu as une particularité physique, tu as un autre privilège au niveau fiscal. Oui, oui. Et puis, toi, tu es handicapé, donc tu as ce privilège-là, etc. Mais non, qu'on abolit ça, puis qu'on fasse des programmes directs de distribution d'argent. On veut aider les handicapés au lieu de leur donner un crédit d'impôt. On a un taux d'impôt unique pour tout le monde. On abolit tous ces crédits et déductions-là. Puis on dit, on a un programme transparent pour les handicapés de tant de millions de dollars. Là, c'est pas transparent. Et puis, quand on regarde tout ça aller, je veux dire, ça va vite, la vie évolue rapidement, mais on en vient toujours au même constat. Pour un citoyen, c'est sa capacité à pouvoir se loger, se nourrir, se déplacer, avoir l'impression que son gouvernement prend en charge la sécurité nationale, prend en charge certaines lois, certaines normes comme l'immigration, oui, etc. Il y a beaucoup de défis. Toi, si tu étais nommé et élu et que tu as à travailler sur un projet, les premiers 100 jours, vous discutez de... C'est quoi le premier dossier que Maxime Bernier souhaiterait voir gérer pour qu'on puisse le régler, ce problème-là? Bien, c'est certain. Écoute, l'immigration a un impact sur notre niveau de vie, là. C'est facile à régler au gouvernement fédéral. Ça serait le premier dossier. En ayant plus de gens au Canada, l'activité économique augmente. Donc, le produit intérieur brut augmente à cause qu'on a plus de gens. Mais l'activité économique n'augmente pas aussi vite que le nombre de gens qui viennent. Donc, on s'appauvrit, le PIB par habitant, par personne, par habitant diminue. Et donc, c'est ce qu'on voit actuellement avec l'immigration de masse. L'impact, on le voit dans le logement. Mes opposants, Poilievre et les autres, on va construire plus de logements. C'est impossible à faire pour répondre à la demande. Et je prends les chiffres de Poilievre. Poilievre, il dit, puis il a raison sur ces chiffres, on a construit d'à peu près 250 000 maisons l'an passé. Et lui, il dit, on va accélérer la construction de maisons pour être capable de loger tout le monde. Mais Statistique Canada a fait une étude avec des économistes, ça prendrait 600 000 maisons qu'on pourrait construire par année juste pour répondre à la demande. C'est impossible à faire. La solution, c'est l'offre et la demande. On coupe la demande, on a un moratoire sur l'immigration, et là, ça enlève la pression sur le prix des maisons. Il y a moins de monde, et l'offre est là, elle va augmenter un peu, donc les prix vont diminuer. Et l'immigration, ça n'a pas seulement un impact économique sur notre portefeuille, mais c'est un impact social. Les gens viennent ici avec le multiculturalisme. On leur dit, vivez comme dans votre pays d'origine. On les aide à faire la promotion de leur culture, de leur pays d'origine, au lieu de leur dire, intégrez-vous à la société canadienne. Et d'avoir une culture. Et d'avoir une culture et de s'intégrer, etc. Ils ne le font pas. Et donc, l'immigration nuit à notre unité nationale. Puis il y a plein d'autres raisons, là. Puis on dit qu'on devrait avoir plus de gens parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre dans certains secteurs. Ça fait 10 ans qu'on augmente l'immigration, puis il y a toujours un manque de main-d'œuvre. Ce n'est pas la solution, parce que l'immigrant qui vient ici est aussi un consommateur. Il consomme des biens et services. Donc, plus tu en as, plus il faut que tu produises de biens et services. Donc, la solution au manque de main-d'œuvre, supposément, dans certains secteurs, je dis bien supposément, c'est pas de donner accès aux grandes entreprises à du cheap labor avec les immigrants qui viennent, puis non. S'ils veulent, on coupe l'immigration, on fait un moratoire, ils ont juste augmenté les salaires, l'offre et la demande. Robotisation. Robotisation, l'augmentation des salaires, investir dans la productivité, c'est ça la solution aux entreprises. Donc, le premier dossier, c'est l'immigration, moratoire,
déporter les illégaux. C'est quoi un illégaux? La personne qui vient ici, qui a un permis d'étudiant international, après son mandat, après son diplôme, elle doit quitter. Et dans le passé, elle quittait, puis elle retournait dans son pays. Ils sont venus ici seulement pour étudier. Maintenant, ils veulent rester ici. Bien là, tu deviens un illégal si tu veux rester ici parce que ton permis n'est plus valide. Non, s'ils ne veulent pas partir, il faut les expulser. Non. Et il ne faut pas se gêner d'en parler. Et on a des lois, il faut que les gens les respectent. Là, les policiers veulent non, dire tu ne respectes pas notre loi, on va te donner la citoyenneté canadienne, on va te donner la résidence permanente. Donc, on donne un cadeau à quelqu'un qui ne respecte pas notre loi. Donc, le premier dossier, effectivement, c'est l'immigration, parce que ça va avoir un impact économique dans la vie de tous les jours des gens, tant pour les logements, pour le niveau de la vie, et équilibrer le budget. La première année, comme je dis, donner un nouveau mandat à la Banque du Canada pour cesser l'inflation. C'est des dossiers importants qu'on devrait faire tout de suite pour avoir un changement rapide et réel. Immigration, niveau de vie, inflation, c'est ce qu'on doit faire. C'est quoi tes rêves? Ben, un rêve, c'est un désir plus ou moins atteignable de quelque chose que tu aimerais. Bon, moi, j'aimerais bien, à la prochaine élection, être chef de l'opposition. Est-ce que c'est possible ou pas? Avec le système électoral aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'on a un système électoral qui n'a pas de proportionnalité. Mais on ne sait jamais. Peut-être que je peux faire une prestation extraordinaire au débat des chefs, un peu comme Jack Layton, qui, à l'élection de 2011, il y avait une petite équipe, des candidats poteaux à travers le Québec. Il a réussi à avoir plus de députés que le Bloc québécois. Il a réussi à être l'opposition officielle. Peut-être que un petit miracle comme ça peut arriver au débat, puis que je devienne chef de l'opposition et que je pousse nos idées toujours pour qu'elles soient mises en œuvre le plus rapidement possible. Ben, j'espère que tu auras l'occasion de les exprimer, tes idées, et puis de les expliquer. Merci. Maxime Bernier, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie, Samuel. Ça a été une belle conversation puis une belle opportunité pour moi. Merci. Merci. Merci tout spécial à ces membres de la Gang de Québec pour votre généreuse contribution. À commencer par Christiane Blais, Daujardin.com, Joanne Quentin, Nathalie Veilleux, Francine Thériault, Francine Côté, André Lepage, Caroline Fontaine, Alain Cyr, Nicole Fortier, Lynne Chalifour, Rachel Dion, Marie-Josée Lachance, Valérie-Ève Arguin, Sylvie Ouellette, Fanny, Véronique Gagnon, Lucille Leclerc, Lisa Chassé, Gaëtane Gravel, Pauline Gaudreau, Jean-Yves Dickner, ainsi que Micheline Brassard et Raymonde Luneau. Cette rencontre est également une présentation de Carole Laurando, accompagnatrice holistique. Si vous voulez avoir les réponses que vous cherchez, il suffit de les chercher à la bonne place. Les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur de vous, elles sont en vous. Vous pouvez y accéder en vous reconnectant à vous, à votre être, votre essence, et ainsi vous serez en mesure de vous réaligner avec vous-même pour pouvoir vivre en paix et en toute liberté d'être. Êtes-vous prêt pour cette reconnexion à soi? Vous sentez-vous prêt à reprendre votre vie en main et à gagner en autonomie sur le chemin de votre bien-être? Faites confiance à Carole Laurando, accompagnatrice holistique. Elle vous offre même un premier appel gratuit d'une vingtaine de minutes afin de savoir si c'est le bon outil pour votre cheminement. Alors, communiquez avec Carole Laurando, accompagnatrice holistique. Plongez dans l'univers fascinant des plantes médicinales avec le podcast L'Apothicaire. Chaque épisode vous guide à travers les secrets des plantes médicinales afin que vous puissiez intégrer ces trésors de la nature dans votre quotidien. Que vous soyez débutant ou connaisseur, L'Apothicaire vous propose un voyage sensoriel et scientifique au cœur des plantes médicinales bienfaisantes. J'aimerais remercier Voyage Essentiel. Si pour vous voyager, c'est une récompense que vous pouvez vous permettre,
Pourquoi ne pas planifier ce si beau moment avec des professionnels du voyage? Voyage Essentiel vous permettra de choisir le voyage parfait selon vos goûts, votre budget et même vos caprices. C'est merveilleux un voyage lorsqu'il est bien planifié. Alors communiquez avec une conseillère en voyage dès maintenant en appelant au 450-951-9292 ou rendez-vous sur leur site web à voyage-essence-ciel.com ou visitez notre site web samendirect.com. Un lien vous y conduira directement. Car voyager, c'est essentiel. MG Service Traiteur de Saint-Jérôme. Ils desservent les Basses-Laurentides pour que ce soit une boîte à lunch, un repas ou déjeuner, buffet froid, cocktail. C'est votre traiteur corporatif pour l'événementiel, les anniversaires, les funérailles. Alors, vous n'avez qu'à communiquer avec MG Service Traiteur pour de la fraîcheur, de la qualité, en abondance, un service personnalisé. Savourez la différence. mgservicetraiteur.com